Aujourd'hui, le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a présenté au président 3 options militaires concernant l'Iran. La première consiste en une vague de frappes courtes et puissantes, comme il l'a dit, contre l'infrastructure iranienne, dans le but de briser l'impasse des négociations et de forcer Téhéran à revenir à la table avec des concessions sur le programme nucléaire. La deuxième option est une opération terrestre visant à établir le contrôle sur une partie du détroit d'Ormuz afin de le rouvrir à la navigation commerciale, c'est-à-dire pour le pétrole, le gaz et les engrais. La troisième consiste en une opération spéciale des forces spéciales visant à capturer ou à détruire les stocks iraniens d'uranium hautement enrichi. Quant à Donald Trump, il déclare publiquement pour l'instant que, selon lui, le blocus maritime est plus efficace que les bombardements et il le considère comme le principal levier de pression. Mais il garde le scénario militaire en réserve, au cas où Téhéran refuserait toute négociation. La guerre dure déjà depuis 61 jours et les dépenses directes ont atteint 25 milliards. L'essentiel, c'est que demain, le 1er mai expire le délai de 60 jours selon la résolution sur les pouvoirs de guerre. Selon cette loi, le président est obligé de retirer les troupes si le Congrès n'a pas autorisé l'opération. Le Congrès ne l'a pas encore fait et Donald Trump a l'intention d'ignorer cette exigence. Cela fait de demain un véritable test institutionnel. Le mécanisme constitutionnel de contrôle du pouvoir exécutif fonctionne-t-il encore, ou bien n'est-ce qu'une façade depuis longtemps ? Parallèlement, Exet, lors des auditions au Congrès, qualifie les critiques de la guerre de principaux adversaires de l'Amérique, ce qui montre à quelle vitesse, dans la logique militaire, la frontière entre l'ennemi extérieur et l'opposition intérieure s'efface. Question épineuse. Est-ce que ce n'est plus une guerre, ou est-ce que c'est une guerre si ce n'est qu'un blocus ? Il existe ce tour de rhétorique grâce auquel chaque administration, depuis un demi-siècle, contourne cet article 1er de la Constitution. La résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973 est en fait considérée par tous les présidents après Nixon comme consultative et non obligatoire. Quoi ? Pas vraiment pour ainsi dire, ou pas du tout. Les tribunaux évitent d'examiner de telles affaires invoquant la doctrine de la question politique. Pour réellement arrêter le président, le Congrès doit soit adopter une résolution pour mettre fin à l'opération, soit passer outre le veto présidentiel, mais pour cela il faut avoir les 2/3 des voix dans les 2 chambres. Quoi ? Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est pratiquement impossible, non ? Ou alors arrêter le financement, ce que, pendant un conflit en cours, le Congrès ne fera pratiquement jamais. À 99,9% personne ne veut entrer dans l'histoire comme le politicien qui a abandonné nos soldats. C'est pourquoi, en 1926, Trump peut presque à coup sûr continuer le blocus indéfiniment, simplement grâce à l'inertie politique. Ce n'est pas une guerre, c'est précisément la ligne que l'administration va suivre. Mais 3 domaines juridiques disent dans le contraire. Le droit international qualifie toujours le blocus maritime comme un acte de guerre, une guerre. La déclaration de Londres de 1909, le droit coutumier, les traités classiques, tous sont d'accord. C'est précisément pour cette raison qu'en 1962, Kennedy a inventé une opération contre Cuba, qu'il a appelée « c'est une quarantaine ». Non, ce n'est pas un blocus. Quel blocus ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Quarantaine. Ces juristes l'ont averti que le simple mot « blocus » plaçait automatiquement les États-Unis dans le statut de belligérant. Ce que Trump fait aujourd'hui contre l'Iran, arrêt, inspection, saisie de navires sous la menace de les couler, selon toute lecture neutre, ce sont des hostilités. Et l'Iran, selon la charte de l'ONU, c'est l'article 51, peut-être 52, peut-être 51, a pleinement le droit légal de répondre militairement en invoquant la légitime défense. La loi sur le droit de déclarer la guerre ne nécessite pas le mot « guerre ». La loi s'applique à ce qu'on appelle les hostilités, c'est-à-dire les actions militaires, ou une situation dans laquelle une implication inévitable dans des actions militaires est clairement indiquée. Dans l'administration précédente, ce mot a été manipulé, comme on aime le dire chez nous. En 2011, Obama disait que la Libye, ce n'était pas des hostilités, pas ces hostilités-là, mais une activité militaire cinétique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que les Américains ne sont pas directement sous le feu.
C'est-à-dire, eh bien, c'est au niveau, pour ainsi dire, oui, disons, pour ainsi dire, là-bas, l'eau est froide, parce que l'angle droit fait 90 degrés, à peu près comme ça, oui. Au 61e jour du blocus par le feu, coûtant 25 milliards de dollars. Sur fond de guerre en cours dans la même région, appeler cela des actions non combattantes ne peut se faire qu'avec un sourire très forcé. Constitution, article 1, paragraphe 8. Le Congrès a le droit de déclarer la guerre et d'accorder ce qu'on appelle des lettres de marque et de représailles, comme on les appelait à l'époque. Les pères fondateurs ont inscrit la deuxième disposition pour ce type de cas. La course, l'interception, l'interdiction, tout cela, eh bien, ce ne sont pas vraiment des guerres en mer. Ils ne voulaient délibérément pas que le président mène seul des opérations hostiles en mer. L'architecture constitutionnelle était fondée sur l'hypothèse que les politiciens appelleraient honnêtement ce qu'ils font. Ha 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 ha. Le pouvoir exécutif moderne a compris qu'il peut tout faire, sans appeler cela une guerre. Cela vous rappelle Vladimir Vladimirovitch, non ? C'est une opération spéciale, comme il l'appelait, une opération militaire. Donc la Corée, vous savez comment on l'appelait ? Une action de police. Au Vietnam, au début, il n'y avait que des conseillers là-bas. Non, mais quelle troupe! Nous avions des conseillers là-bas. 156 000, non, des conseillers. Cuba, 1962, je l'ai déjà dit, quarantaine. Libye, 2011, action cinétique. Cinétique. Vous savez ce que ça veut dire, cinétique ? Haha. Pareil. Opération de soutien. Quelle guerre ? De quoi parlez-vous ? L'Iran de 1926, c'est une opération pour assurer la sécurité maritime. Dans chaque cas, le pouvoir exécutif fait ce que le Congrès devrait autoriser. Autrement dit, elle prend et renomme l'activité elle-même. Il a appelé le gris marron. Quel gris ? C'est marron. Ça ressemble à du gris, mais ça s'appelle marron. Consultez la Constitution, il est écrit gris, alors que chez nous c'est marron. Les limitations constitutionnelles s'effondrent sans explication. À cause des lois de l'ASIA, à cause du fait que le dictionnaire appartient au pouvoir exécutif. Les moyens politiques ne se limitent pas d'eux-mêmes. Ils ne sont freinés que par d'autres moyens politiques concurrents. Eh bien, et les véritables leviers institutionnels, c'est-à-dire l'argent, les tribunaux, la destitution. Tout cela s'est effrité en 3 siècles. Trump peut-il continuer le blocus ? En pratique, oui, facilement. Est-ce légal ? Eh bien non. Selon la Constitution. Eh bien selon la loi, selon le droit international. Est-ce que ça le sera ? Est-ce qu'il va le faire ? Oui, bien sûr, il le fera. Peut-être qu'un jour, dans l'avenir, il y aura quelque chose comme ça. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, la phrase « ce n'est pas la guerre » est en fait tout le mécanisme de la conduite de la guerre moderne américaine, résumé en une seule phrase. Nous n'avons pas à vous demander d'autorisation, parce que ce n'est pas la guerre. Très bien. Abordons maintenant les affaires intérieures et, comme le disait Vladimir Ilitch Lénine, les questions cruciales. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 2 des histoires les plus tendues qui se déroulent à Washington. Chaque jour, il s'y passe quelque chose qu'on pourrait appeler l'histoire de l'année. Chaque jour. Mais ces 2-là semblent vraiment marquer l'histoire, non ? De la décennie, probablement. Premièrement, c'est la Cour suprême des États-Unis qui a fait ce que les démocrates redoutèrent le plus. Elle leur a retiré l'outil avec lequel ils volèrent, silencieusement et méthodiquement, les voix des Américains depuis des décennies. Sans balles ni pot de vin, seulement un crayon et une carte. Et vous savez ce qui a parfaitement fonctionné jusqu'à hier ? Ensuite, il y aura des chiffres précis, des états précis, des schémas précis. Et ce que les démocrates préparent maintenant en réponse, c'est une autre histoire qui ferait dresser les cheveux sur la tête de n'importe quelle personne normale, ou, disons, sur le dos. Mais nous allons quand même commencer par l'ancien directeur du FBI, James Comey, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit en ce moment aux États-Unis. Un homme qui s'est proclamé la conscience de l'Amérique. Gardien de la loi, un homme au-dessus de la politique, ainsi se décrivait-il. Mais derrière cette façade, il y a eu des décennies d'actes sournois qui ont détruit des carrières, influencé des élections et, en fin de compte, l'ont lui-même conduit sur le banc des accusés. 2 fois. Et la 2e fois, c'était à cause de photos de coquillages sur la plage. Restez avec nous, car cette histoire est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Ha 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 ha. Qui est Comey ?
James Comey a été nommé directeur du FBI en 2013 par Barack Obama. Républicain par, disons, son inscription, il était considéré comme une personne indépendante. Quelque chose comme ça. Donc c'est un républicain qui est considéré comme indépendant. Donc quoi, un démocrate alors ? Un juriste à la réputation irréprochable, ayant servi au parquet pendant des décennies. Ce que signifie une réputation irréprochable, il faudrait encore le vérifier. Trump, arrivé au pouvoir en janvier 2017, l'a d'abord maintenu à son poste. Il a affirmé publiquement que Comey restait. Bien avant que Barack Obama ne nomme Comey directeur du FBI en juillet 2013. Depuis de nombreuses années, il évoluait dans le même cercle politico-financier que Clinton. En réalité, tout cela, les racines, les liens et tout le reste viennent de Clinton. En 2010, Comey était le principal juriste, consultant chez Lockheed Martin. Et c'est précisément en 2010, alors qu'il occupait ce poste, que la société a reçu 17 approbations pour des contrats du département d'État. Qui dirigeait le département d'État à cette époque ? Hillary Clinton. Et la même année, la société, tout à fait par hasard, sans aucun lien apparent, est devenue le plus grand donateur de la fondation Clinton. Comment cela s'est-il passé ? C'est simplement la main gauche, la main droite. Entre 2010 et 2013, Comey a travaillé comme principal conseiller juridique pour un fonds spéculatif appelé Bridgewater Associates. Et lorsqu'il a quitté cette entreprise, il a reçu une prime. 3 millions. Et Bridgewater lui-même avait des liens d'affaires avec ce même fonds. Eh bien, c'est juste arrivé comme ça, la même fondation Clinton. En mars 2013, Comey est entré au conseil d'administration de HSBC Holdings, une banque qui était partenaire de la fondation Clinton et qui faisait également des dons à ce fonds. C'est-à-dire que les 3 entreprises pour lesquelles il était conseiller juridique et dont il s'occupait directement se précipitaient aussitôt vers Clinton et leur faisaient vendre des dons. Son frère Peter Comey travaille depuis de nombreuses années pour le cabinet d'avocats DLA Piper, c'est-à-dire celui qui a mené l'audit indépendant de la déclaration fiscale de la fondation Clinton. Aïe, 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 tellement indépendant, en 2015, et il occupe la 5e place parmi les plus grands donateurs de la carrière politique d'Hillary Clinton. Donc, comment est-ce possible ? Et ce sont eux qui ont vérifié sa fondation. Et ce sont eux qui ont vérifié, ils sont le 5e plus gros donateur de toute sa carrière depuis le tout début. Autrement dit, au moment où Obama cherchait un nouveau directeur du FBI en juillet 2013, Comey n'était pas un juriste neutre extérieur, mais un élément de longue date, étroitement intégré à l'orbite des Clinton. Ses employeurs recevèrent des contrats d'Hillary, sa banque et sa société, par l'intermédiaire de son frère, parrainant sa fondation, et les millions qu'il a gagnés dans sa carrière provenaient en des mêmes réseaux. Dans ce contexte, il est logique de penser que les Clinton ont suggéré sa candidature à Obama. Et alors, il devient clair pourquoi. Le 5 juillet 2016, lors de cette conférence de presse absolument sans précédent, Comey, après avoir énuméré de nombreuses violations. À la dernière minute, il a remplacé dans le projet de sa déclaration, au sujet d'Hillary, le terme juridique selon lequel elle devait être jugée et emprisonnée. Le terme est le suivant, grosse négligence, c'est-à-dire négligence grave. C'est l'article 18793.n, mais il l'a traduit par quelque chose d'à peu près équivalent. Et soudain, il a utilisé des mots courants qui ne veulent rien dire. Extremely careless. C'est-à-dire, pas grosse négligence, mais extremely careless. Donc, eh bien, elle est juste comme ça, eh bien, complètement, on ne sait pas trop comment la qualifier. C'est flou. Il a recommandé de ne pas porter d'accusation, ce que le Sénat et l'inspecteur du ministère de la Justice, Michael Horowitz, ont ensuite commenté séparément. Sous le titre « Comey avait des motivations politiques ». Waouh. En mars 2017, Comey a publiquement confirmé au Congrès ce que Trump considérait comme une sentence de mort pour sa présidence. Le FBI a déclaré Comey enquête sur les liens entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie, ainsi qu'avec des responsables russes. Il n'a pas laissé entendre, il n'a pas suggéré, il a dit clairement sous serment, en direct devant tout le pays. Entre eux, Comey et Trump, il y a déjà eu plusieurs rencontres personnelles qui entreront dans l'histoire. Comey prenait des notes détaillées après chaque échange avec le président. Reste à savoir s'il a tout noté fidèlement ou non.
Immédiatement après la rencontre, il a noté que Trump lui avait demandé d'abandonner l'affaire de Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale qui faisait l'objet d'une enquête. C'est un homme bien, aurait dit Trump. Comey l'a noté, et il l'a gardé. Maintenant donc, pour vraiment comprendre Comey, il faut revenir un an en arrière, en 2016. Parce que c'est à ce moment-là, un an avant 2017, je veux dire, que Comey a fait une série d'actions qui ont à la fois aidé Trump et lui ont nui, qui ont aidé Clinton et lui ont nui. C'est un véritable tour de force, une réussite phénoménale. Avant, personne n'avait réussi cela. Dans l'histoire de la politique moderne, aucun homme politique n'y était parvenu. En mars 2015, on a appris qu'Hillary Clinton avait utilisé un serveur de messagerie personnelle pour sa correspondance officielle lorsqu'elle était secrétaire d'État. C'est-à-dire, c'est clairement une affaire pénale passible de poursuite. Le FBI était obligé d'ouvrir une enquête. Le 5 juillet 2016, comme je l'ai déjà dit, James Comey s'est présenté devant les micros et a annoncé « Le FBI ne recommande pas d'inculper Clinton ». Mais en même temps, il a qualifié ses actions d'extrêmement négligentes. L'inspecteur général a qualifié cela plus tard de grave erreur de jugement de la part de Comey et d'usurpation des pouvoirs du procureur général. Eh bien sûr, c'était un accord avec les Clinton, avec Obama et avec le procureur général. Et là, comme on dit, tout est clair, même si je ne pourrais pas le prouver devant un tribunal. En d'autres termes, Comey a sauvé Clinton juridiquement en même temps. Mais il l'a tué publiquement. Les démocrates étaient un de furieux, les républicains aussi. Mais pour une autre raison. Il voulait une inculpation. Et puis, le 28 octobre 2016, à 11 jours des élections, Comey a envoyé une lettre au Congrès. L'enquête sur Clinton reprend. De nouveaux courriels ont été trouvés sur l'ordinateur portable d'Anthony Weiner, le mari de sa collaboratrice la plus proche. C'était « Messieurs, je me souviens comment une grenade a explosé Anthony dans la foule. Les cotes de Clinton, elles n'ont même pas baissé. Elles se sont effondrées. » Trump était ravi. 9 jours plus tard, le 6 novembre, 2 jours avant les élections, Comey a écrit « Rien de nouveau, les conclusions restent inchangées. » Mais c'était trop tard, le mal était fait. Clinton pense toujours que c'est la lettre de Comey qui lui a coûté la présidence. De nombreux analystes partagent son avis. Et voici le premier paradoxe. Trump a remporté la victoire en grande partie grâce à Comey, puis il l'a renvoyé. Et Comey est devenu son pire ennemi. Mais comment est-ce possible ? Parce que Comey n'a jamais été des leurs, mais il n'a jamais été un étranger non plus, au sens politique. Il n'y avait qu'une seule mission. Lui-même. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait pour que l'histoire se souvienne de lui. Peu importe à qui cela profitait à court terme ou à qui cela nuisait à long terme. C'est une star. Pour lui, l'essentiel était de croire que c'était pour ça qu'il allait briller. Il le faisait. Et puis, il s'est avéré, non. Je vais faire exactement le contraire. Et c'est là que je vais briller. Et il recommençait. Le 9 mai 1917, Trump a renvoyé Comey. La raison officielle, une mauvaise chose, enquête ouverte sur Clinton. Mais quelques jours plus tard, Trump lui-même a déclaré dans une interview à NBC qu'il pensait à l'affaire russe lorsqu'il a pris cette décision. Comey a appris son licenciement par les informations. Il était à Los Angeles, s'adressait aux employés du FBI lorsque sur l'écran de télévision derrière lui est apparu en bande défilante « Trump a limogé le directeur du FBI Comey ». Les gens ont ri dans la salle, croyant à une blague orchestrée pendant le discours. Mais ce n'en était pas une. Après son licenciement, Comey a transmis, par l'intermédiaire de son ami, le professeur de droit Teniel Richmond, les notes de ses conversations privées avec Trump au journal New York Times. C'est précisément cela qui a servi de base à la première affaire pénale contre Comey. L'accusation affirmait que Comey avait menti au Congrès en 2020 lorsqu'il avait déclaré sous serment qu'il n'avait pas autorisé de fuite à la presse. Les notes ont fonctionné. Un procureur spécial, Robert Mueller, a été nommé. Une enquête sur l'ingérence russe a commencé, qui a duré 2 ans. Et elle s'est terminée par la conclusion suivante : il n'y a pas de preuve de collusion entre Trump et la Russie, mais il y a des signes d'entrave à la justice. Trump était furieux. Comey est devenu une star sur CNN, MSNBC. Il a écrit un livre intitulé « Loyauté suprême ». Selon lui, la loyauté n'est pas envers le président, mais envers la patrie. Un best-seller. Comey a fait une tournée à travers le pays, a donné des interviews, a qualifié Trump de menace pour la démocratie. Il l'a comparé à un mafieux.
La guerre a été déclarée et elle n'est pas encore terminée. Et le 15 mai 1925, Comey, en vacances en Caroline du Nord, lors d'une promenade matinale sur la plage, voit, selon ses dires, des coquillages disposés par quelqu'un sur le sable en formant les chiffres 8, 6, 4, 7. Tout le monde soupçonne qu'il les a d'abord placés lui-même, puis trouvés. Il prend une photo, il la publie sur Instagram avec la légende « Belle disposition de coquillages lors de ma promenade matinale ». La réaction a été immédiate. Trump a écrit que Comey savait exactement ce qu'il voulait dire. Il a ajouté « Même un enfant comprend ce que cela signifie. Si tu es le directeur du FBI et que tu ne comprends pas ça, cela signifie un meurtre. » La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré que Comey avait appelé à un attentat contre le président. Le Secret Service a ouvert une enquête. Comey a été interrogé plusieurs heures à Washington. Comey a supprimé le post le même jour. Il a écrit « Je relie ces chiffres à la violence. Je suis contre toute forme de violence. Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, aucune accusation n'a été portée. Mais la machine était déjà lancée. Et à la fin du mois d'avril, donc maintenant, en 2026, presque un an après le post avec les coquillages, un grand jury en Caroline du Nord a rendu un acte d'accusation. 2 chefs d'accusation. Menace à la vie du président et transmission de la menace via le commerce interétatique, c'est-à-dire, en gros, publication. Oui, jusqu'à 10 ans de prison. Le moment n'a pas été choisi au hasard. Trump avait peu de temps auparavant renvoyé la procureure générale Pau-Monte, se plaignant qu'elle n'était pas assez agressive et qu'elle ne poursuivait pas ceux qui le poursuivaient en temps. Le nouveau procureur général par intérim, Todd Blanche, a immédiatement accéléré la pression contre les opposants de Trump. De plus, l'accusation a été déposée 3 jours après qu'un inconnu a franchi la sécurité lors du dîner des correspondants à la Maison-Blanche où Trump était présent. Une atmosphère de menace constitue un contexte politique idéal pour une accusation de menace contre le président. Mais voici ce qu'il est important de comprendre. Les coquillages ne sont pas la cible. Les coquillages sont une porte. Et c'est par cette porte que l'enquête entend entrer pour trouver quelque chose de tout à fait différent. Soyons honnêtes sur la façon dont le parquet fédéral américain fonctionne lorsqu'il veut détruire quelqu'un. Le premier outil, c'est l'élargissement de l'accès aux documents. Une fois l'accusation portée, l'enquête a une base légale pour demander au tribunal l'accès aux correspondances, aux relevés téléphoniques, aux comptes bancaires, aux rencontres des dernières années. Avant, il fallait prouver la nécessité au tribunal. Maintenant, c'est plus simple. Comey échangeait des messages avec des journalistes, hommes politiques et anciens collègues. Tout est désormais passé au peigne fin. Le deuxième outil, c'est la pression sur l'entourage, et les proches de Comey vont commencer à recevoir des convocations. Son ami Richmond, par qui les fuites passaient en 2017. Une cible évidente, d'anciens agents du FBI ayant travaillé sous sa direction, des journalistes à qui il a accordé des interviews. Sous la menace de poursuites pénales, certains commenceront à témoigner, ce qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Et le troisième outil, l'enquête dispose de documents déclassifiés du FBI qui indiquaient que Comey utilisait Richmond comme intermédiaire avec la presse pour ajuster les publications critiques. 4. Le quatrième outil, bien sûr, c'est l'affaire Flynn. Comme une obstruction. Comey a noté que Trump lui avait demandé d'épargner Flynn. Pourtant, Flynn a été condamné. Ensuite, il a battu Trump, qui est maintenant à la Maison-Blanche. Flynn a été réhabilité et la version de Comey sur cette rencontre est devenue politiquement toxique pour lui-même. L'enquête peut essayer de prouver que Comey n'a pas simplement consigné la conversation, mais l'a utilisée comme une arme en la fabriquant et en déformant les détails. C'était de l'obstruction à la justice. Et le cinquième outil, c'est l'enquête elle-même sur cela. Russiagate. Le directeur du FBI, Kash Patel, a déjà déclaré publiquement que l'enquête sur l'ingérence russe était une page honteuse de l'histoire et que le FBI continue de l'étudier. Cela signifie une chose. Les enquêteurs examinent toute la chaîne de décision de 2016 à 2017. Qui a autorisé la surveillance des membres de l'équipe de campagne de Trump? Qui a signé les mandats? Qui a validé le dossier Steele comme fondement de ces mandats? Et Comey est au centre de toute cette chaîne. Maintenant, quelles sont les chances de succès? Sur le plan juridique, l'affaire des coquillages elle-même est très faible. Des spécialistes de premier plan du premier amendement ont déjà déclaré publiquement « ce n'est pas une menace, cela n'ira pas jusqu'au jury ». Le mot 86 est trop... La signification des chiffres 86 est trop ambiguë.
Mais Trump et son équipe, apparemment, ne comptent pas sur un verdict de culpabilité concernant les coquillages. Ils ont besoin d'un tout autre processus. Des convocations, des interrogatoires, des gros titres. La pression sur la famille des accusés, même s'ils sont finalement acquittés, c'est déjà une victoire dans la guerre de l'information. C'est la destruction de la réputation d'une personne qui, 9 ans durant, s'est forgé l'image d'un arbitre moral. Et s'il y a une probabilité non nulle qu'au cours de tout cela, l'enquête trouve quelque chose de réel, eh bien, tant mieux. Quelque chose datant de 2016 ou de 2017 pourrait soudainement ressortir. Une correspondance que Comey n'a ni brûlée ni effacée, simplement oubliée. Un collègue qui préférera parler plutôt que se taire. C'est ça, le véritable enjeu dans ce jeu. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce la justice ou une persécution politique ? Faites-le nous savoir. Votre avis compte. Et maintenant, revenons à la décision historique de la Cour suprême. Quand nous arriverons à la fin, vous comprendrez pourquoi cette décision est historique et comment elle bouleverse toute la politique aux États-Unis d'Amérique. Eh bien là-bas, tout est sans dessus-dessous, puis remis à l'endroit. Cela la remet à l'endroit. À l'endroit. Et comment les efforts des démocrates pendant 30 ans semblent s'effondrer comme un château de cartes. Commençons par les bases. D'abord, voyons ce que dit la Constitution. Article 1, section 2. Les représentants au Congrès sont répartis entre les États proportionnellement à la population. Disons qu'il y a 1000 personnes dans toute l'Amérique, 10 États. Dans un État, il y a 200 personnes, soit 20%. Dans un autre, 300 personnes, soit 30%. Dans un autre, 5 personnes, soit 5%. Et ainsi de suite. Un recensement a lieu tous les 10 ans. Après le recensement, les circonscriptions sont redistribuées. Par exemple, une circonscription compte environ 700 000 personnes et correspond à un siège à la Chambre des représentants. La Constitution ne définit pas les frontières, elle précise seulement. Les circonscriptions doivent se trouver à l'intérieur des États. Donc cet État-là, il y a 10 millions de personnes, donc pour 700 000, je ne sais pas, il y aura 13, 14, 15 circonscriptions. Tout le reste est laissé à l'appréciation des assemblées législatives des États. Et les pères fondateurs proposaient une solution simple et logique. Vous prenez la carte de l'État. Vous divisez en parties à peu près égales, idéalement selon un principe géographique. Les districts doivent être compacts et contigus et refléter les vraies communautés. Villes, comtés, régions, c'est exactement comme cela que cela a été conçu. Pour que les gens qui y vivent, ils soient ensemble, voilà, qu'ils restent ensemble. Et comme ils décident ce qui est bon pour leur ville, bon pour leur district, bon pour leur région ou leur secteur, leur département, et ainsi de suite. Ils choisissent une personne qui représente leurs intérêts. 51% des gens vivant dans ce district ont décidé que cette personne représente leurs intérêts. Voilà, c'est parti. La Cour suprême, à différentes époques, a ajouté différentes exigences. Les districts doivent être territorialement contigus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas disperser un morceau ici, un morceau là, un autre ailleurs, à travers tout l'État. Et ils doivent être à peu près égaux en termes de population. Il peut y en avoir un à 720, un autre à 680, mais pas un à 1 million et l'autre à 300 000. Et il ne faut pas non plus discriminer intentionnellement selon la race ou l'appartenance politique. Retenez bien cela. Ça paraît simple, non ? Vous prenez une règle. Vous tracez des rectangles, organisez des élections. Mais les politiciens ne sont pas des géomètres. Et déjà en 1812, le gouverneur du Massachusetts, Elbridge Gerry, a signé une loi selon laquelle l'un des districts de l'État a été dessiné en forme de salamandre. Regardez l'image de la salamandre. Allongée, courbée, avec queue et pattes. Tout cela pour inclure les villes utiles et exclure les autres. Les journaux ont dessiné une caricature de la salamandre avec la tête de Gerry. Depuis, on appelle ça le Gerry-salamandrage, ou simplement le gerrymandering. 200 ans se sont écoulés. Les outils sont plus précis. Les ordinateurs analysent de chaque quartier, bloc, maison, qui y vit, comment il vote, leur couleur de peau, leurs revenus. Et au lieu de la salamandre de 1812, vous obtenez des monstres qui, sur la carte, ressemblent à une trace d'explosion dans une imprimerie. Voici quelques exemples réels de l'apparence de ces circonscriptions. Circonscription numéro 3 dans l'État du Maryland. Les journalistes l'ont appelée des éclaboussures de sang sur le mur. Elle s'étend comme des tentacules depuis Baltimore dans différentes directions. Elle englobe les banlieues nécessaires et contourne les quartiers inutiles. Le district numéro 4 dans l'Illinois a été surnommé les écouteurs.
Il relie deux quartiers hispanophones de Chicago par une fine bande le long de l'autoroute. C'est une bande de terre large comme une route, avec, de chaque côté, deux poches de population ciblées. Le 12e district en Caroline du Nord. Dans les années 90, il s'étendait le long de l'autoroute Interstate 85 sur 160 miles. Les gens ne s'étaient jamais vus de leur vie, ne s'étaient jamais croisés, étaient complètement différents, ils n'avaient aucun lien les uns avec les autres. L'objectif unique était de regrouper les quartiers noirs et diverses villes juives en un district. Lorsque le juge de la Cour suprême, Potter Stewart, a vu quelque chose de similaire, il a dit « Je ne peux pas définir l'obscénité, mais je la reconnais quand je la vois ». Rappelez-vous, la Constitution ne doit pas permettre de discrimination intentionnelle fondée sur la race ou l'appartenance politique. Autrement dit, c'est contraire à la Constitution, cela a été créé sur une base raciale. Parlons maintenant des sièges spécifiques au Congrès. Combien exactement les démocrates ont-ils volé à l'aide de crayons et de cartes, par État, par chiffre, par année? Premier exemple, le Maryland, c'est un petit État. Il n'y a que 8 sièges au Congrès, donc 8 fois 700 000, vous comprenez combien de personnes y vivent approximativement. Historiquement, c'est un État démocrate, mais pas absolument. Jusqu'en 2011, les républicains contrôlaient fermement le 6e district, rural, montagneux, à l'ouest de l'État. Là-bas vivaient des agriculteurs, des militaires et des conservateurs. Le républicain Frank Wolf y remportait l'élection encore et encore pendant 30 ans. En 2011, les démocrates contrôlaient l'Assemblée législative du Maryland. Et après le recensement, ils ont pris la carte en main. Et voilà, c'était plié. Ils ont redessiné le 6e district. Ils ont coupé l'ouest montagneux, puis rattaché les banlieues riches et libérales de Washington avec beaucoup de fonctionnaires fédéraux. En 2012, le démocrate John Delaney a remporté un district qui était républicain depuis 30 ans, un siège simplement parce qu'ils ont redessiné la carte. Prenons un deuxième exemple, l'Illinois, plus grand. Après le recensement de 2020, les démocrates ont pris la carte en main, avec une précision chirurgicale. Avant le redécoupage, il y avait 13 démocrates et 5 républicains. Dans les districts disputés, les démocrates ont découpé les territoires de façon à ce que les voix républicaines soient réparties entre plusieurs circonscriptions et ne donnent la majorité nulle part. On appelait cela diluer. La dilution. Tu divises la concentration de l'adversaire, ajoutes la tienne à chaque part, et dans chaque circonscription, tu obtiens la majorité. Plus moins que la moitié. Troisième exemple, New York. C'était la tentative la plus audacieuse. La seule que même les tribunaux ont arrêtée. Pas complètement, cependant. En 2020, New York a obtenu 25 sièges. Eh bien, selon le recensement. Avant le redécoupage, 12 démocrates, 8 républicains. Ça fait 6 sièges, n'est-ce pas? Les démocrates à l'Assemblée législative ont redessiné la carte, ce qui aurait dû leur donner 22 sièges sur 26. 4 républicains. Tout ce qui leur restait, 4 îles dans une mer de circonscription démocrate. La carte était tellement grossière que la Cour de l'État de New York, pas fédérale, mais bien de l'État, démocrate, a dit « Les gars, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible ». Elle l'a déclaré inconstitutionnel. Passons aux républicains. Il serait malhonnête de dire qu'un seul parti s'est dessiné les cartes. Des cartes truquées. Prenons l'exemple de la Floride, en 2022. Le gouverneur, Ron DeSantis, notre cher Ron DeSantis, a imposé sa propre carte. Avant la carte de DeSantis, 16 républicains, 11 démocrates. Après, 20 républicains, 8 démocrates. 4 sièges en une nuit, avec une seule carte. Les tribunaux ont contesté cette carte, mais elle était en vigueur et elle l'est toujours. Elle l'est parce qu'en réalité, elle a ramené la situation de l'injustice à ce qu'elle aurait dû être. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Dans tout le pays, il existe des dizaines de circonscriptions créées selon le modèle habituel de celle de Louisiane, avec une majorité de minorités imposée. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? On fait exprès pour que les minorités, les Noirs, les Latinos, soient majoritaires. Le Texas, la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, la Caroline du Sud et la Louisiane elle-même. La décision du tribunal aujourd'hui dit « Ces circonscriptions peuvent être redessinées. Il n'y a aucune obligation de les maintenir. » Ils ne sont pas honnêtes. Les analystes ont déjà calculé. C'est sur la carte républicaine. Les États-Unis vont profiter de cette décision et redessiner les cartes là où ils contrôlent les assemblées législatives. C'est un avantage. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien à votre siège. De 15 à 19 sièges supplémentaires au Congrès.
avec l'actuelle majorité républicaine de 220 contre 213, soit 7 sièges d'avance. Si vous en ajoutez encore, 15 cela signifie le contrôle de la Chambre des représentants pour au moins une décennie, peut-être même pour 2. Oui, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, car la suite sera la plus importante. Ce que préparent les démocrates actuellement et pourquoi cela pourrait être plus dangereux que la décision du tribunal. Pour accéder à cette analyse en avant-première, une section privée est disponible pour 4 $ par mois. Le lien est sous la vidéo. Alors, les immigrés illégaux et les mathématiques du recensement. Maintenant, passons au plus intéressant. Ce dont ni CNN ni MSNBC, comme il s'appelle maintenant, ne vous parleront. Le recensement aux États-Unis compte tout le monde, pas seulement les citoyens, pas seulement ceux qui ont le droit de vote. Toutes les personnes physiquement présentes sur le territoire du pays au moment du recensement, y compris, vous l'avez deviné, les immigrés clandestins. Ce n'est pas un hasard, c'est la Constitution, celle-là même. Le premier article. Le nombre total de personnes libres. Eh bien, en réalité, les pères fondateurs voulaient dire autre chose. Les personnes libres ne sont pas des esclaves, qui, eux, sont non libres et comptés comme les 3/5 d'une personne libre. C'est-à-dire le nombre total de personnes libres et les 3/5, respectivement, des personnes non libres. Mais le principe de compter tout le monde est resté. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Un siège au Congrès est attribué pour chaque 700 000 personnes dans un État. Ces 700 000 personnes ne sont pas obligées d'être des citoyens ni d'être des électeurs, elles doivent simplement exister physiquement à cet endroit. Selon le centre de recherche ELFSHA, il y a eu, selon les années, entre 90 et 22 millions d'immigrants illégaux. Merci, Papy Biden. La majorité se concentrait en Californie, au Texas, à New York, dans l'Illinois, en Floride, dans le New Jersey. Cantons. La Californie compterait 2 à 3 millions de sans-papiers. Avec une population de 700 000 habitants dans le district, cela représente de 3 à 4 sièges supplémentaires au Congrès, rien qu'en raison des personnes en situation irrégulière. Donc la Californie a des sièges supplémentaires au Congrès. Des sièges qui reviennent à qui ? Devinez. Aux démocrates. Parce qu'ils ne contrôlent pas la Californie, New York obtient encore 1 ou 2 sièges supplémentaires. L'Illinois en obtient 1 de plus. Au total, dans tout le pays, il y a au moins 5, voire peut-être 8 sièges au Congrès qui existent uniquement parce que dans les États démocrates vivent des millions de personnes sans droit de vote. Ces personnes vivent ici, ne peuvent pas voter, mais ont été comptées. Des circonscriptions ont été créées sur la base de ce recensement. Et les membres du Congrès sont élus à partir de ces circonscriptions. Les démocrates. Ce n'est pas une théorie du complot ou de la paranoïa, c'est de l'arithmétique, des recensements accessibles à tous ceux qui savent multiplier et diviser. Et maintenant, vous devez comprendre que lorsque le Congrès prend une décision, cela ne reflète pas l'opinion du peuple. C'est précisément pour cela que les démocrates s'opposent si farouchement à toute tentative d'ajouter une question sur la citoyenneté au recensement. Ils perdent immédiatement un tas de voix. Une frontière ouverte, ce n'est pas seulement de l'humanisme et tout ce qui va avec. Une frontière ouverte, c'est des calculs électoraux. Et les démocrates s'en profitent pleinement. La décision d'aujourd'hui ne change rien à ce sujet. Non. Les immigrés illégaux sont toujours comptés lors du recensement. Les circonscriptions sont toujours fondées sur la population totale. C'est un autre combat. Une majorité stable au Congrès, et nous allons nous battre pour l'obtenir. Elle sera féroce. Pour l'instant, parlons de ce que les démocrates préparent actuellement en réponse à la décision d'aujourd'hui. Quand j'ai dit que les démocrates préparaient un sale coup, certains se sont demandé lequel exactement. Analysons point par point. Premier coup, la Californie et la Virginie. Réponse miroir. Les États républicains ont redessiné les cartes. Les États démocrates font la même chose. La Californie a déjà commencé à bouger. Là-bas, une commission indépendante trace les circonscriptions. Elle a été créée spécialement pour retirer la politique de ce processus, mais l'Assemblée législative de Californie cherche des moyens de contourner la commission ou d'en modifier la composition. Y placer leurs partisans, comme on dit chez nous. Actuellement, en Californie, avec la carte actuelle, les républicains détiennent plusieurs circonscriptions. La vallée centrale. Les démocrates veulent vraiment les récupérer. Et s'ils parviennent à remplir la commission illégalement, mais avec leurs propres gens, alors ils les reprendront. Le souci, c'est qu'il reste peu d'États démocrates où il est encore facile de redécouper les circonscriptions.
Ils ont déjà tellement modifié que, comme on dit, tout est déjà dessiné en faveur des démocrates. Autant que possible sans violer ouvertement plusieurs lois en même temps. Deuxième étape. La législation fédérale. Les démocrates promeuvent depuis longtemps une loi appelée Freedom of Vote, c'est-à-dire la liberté de vote. L'essence. Le gouvernement fédéral établit des normes uniformes pour le découpage des circonscriptions dans tout le pays. Interdiction du gerrymandering partisan dont je vous ai parlé. Commissions indépendantes obligatoires dans chaque État. Ça semble raisonnable, n'est-ce pas? Il y a une nuance. Les commissions indépendantes et rampantes sont nommées par la direction. En Californie, par exemple, la commission est formellement indépendante, mais elle est nommée par les démocrates. Troisième étape, les poursuites judiciaires les plus importantes et dangereuses. Le tribunal a statué aujourd'hui. Il est interdit de dessiner les circonscriptions selon des critères raciaux. Mais elle n'empêche pas les poursuites judiciaires. Elle change la norme de preuve. Avant, il suffisait de montrer que, dans cette circonscription, les minorités ne pouvaient pas élire leur candidat. C'était suffisant pour une plainte en vertu de la section 2 de la loi sur les droits de vote. Maintenant, le juge Alito a écrit qu'il faut prouver une discrimination intentionnelle. Autrement dit, nous avons découpé la circonscription ainsi. Il y avait moins de noirs et de latinos que de blancs. Il y a moins de gens de gauche que de droite, non pas à cause de nous, mais en raison de la géographie. Et si tu arrives à prouver que cela a été fait exprès, alors, c'est-à-dire, comme l'a dit l'avocat texan, il faut une preuve accablante. L'arme du crime dans les mains du meurtrier et c'est plié. Ce ne sont pas des preuves directes à 100% que les législateurs voulaient nuire spécifiquement aux électeurs noirs ou latinos. Les démocrates et les organisations de défense des droits cherchent maintenant fébrilement des documents des sessions législatives, des correspondances, des mémorandums internes, à la recherche justement de cette preuve accablante. Dans certains États, ils trouveront quelque chose, dans d'autres non. En même temps, ils vont attaquer les cartes républicaines devant les tribunaux d'État, devant les cours constitutionnelles, qui peuvent offrir une protection plus large que la protection fédérale. En Caroline du Nord, par exemple, la Cour d'État a plusieurs fois bloqué les cartes républicaines précisément en se basant sur la Constitution de l'État. La Cour a changé de composition et a arrêté de bloquer. Cela dépend d'ailleurs de l'année et de la personnalité des juges, ce qui est terrible à mon avis. C'est une guerre sans fin. Et voici la 4e pression pour l'année 2026. La décision d'aujourd'hui est sortie le 29 avril. Il reste 7 mois avant les élections intermédiaires de novembre. En 7 mois, il est possible de redessiner les cartes des circonscriptions, mais c'est difficile. Il faut adopter une loi à l'Assemblée législative, passer par le gouverneur, passer par les tribunaux de première instance, puis par les cours d'appel. Beaucoup d'États auront le temps, les démocrates le savent, leur stratégie est d'inonder les redécoupages républicains de procès pour les bloquer précisément jusqu'en novembre 2026. Ainsi, les élections se dérouleront selon les anciennes cartes. S'ils y parviennent, ils ne gagneront pas quelques sièges supplémentaires et quelques années de plus. Parce que le prochain cycle complet de redécoupage aura lieu en 2031, après le recensement de 2030. Mais voici ce qui déterminera vraiment l'issue de cette bataille. Presque personne n'en parle. Regardons la carte dans son ensemble, ou plutôt la situation dans son ensemble. Tout de suite. Au Congrès, les républicains ont la majorité. Kinge a dit 220 contre 2137 voix, c'est une majorité extrêmement fragile. Avec 12 élections partielles ratées, elle disparaît. Faisons le calcul, la décision d'aujourd'hui a du potentiel. Les États républicains qui se sont déjà mobilisés, qui ont déjà commencé à agir, Texas, Caroline du Nord, Géorgie, Alabama, Mississippi, Louisiane, Caroline du Sud. Ils vont redessiner leurs cartes. Et ils supprimeront les circonscriptions à majorité minoritaire imposée. Ce que les démocrates ont fait, selon des estimations conservatrices, ce n'est pas 1518, c'est 1012 sièges républicains, mais ce n'est déjà plus. 7 voix. Une telle majorité ne se perd pas avec 2 ou 3 partiels. Dans une telle configuration, les républicains contrôlent la Chambre des représentants. Peu importe qui gagne l'élection présidentielle en 28. Même si un démocrate entre à la Maison-Blanche, l'agenda législatif sera bloqué. Les impôts, les dépenses, les réglementations, tout cela passe par le Congrès, mais ce n'est pas tout.
Rappelez-vous, les circonscriptions au Congrès n'influencent pas seulement la politique fédérale. Elles influencent la façon dont les États redistribuent les financements, qui reçoit une subvention fédérale, et le poids politique de chaque région, au prochain recensement. Et c'est là que commence le jeu à long terme. Si dans les États du Sud, on supprime les districts à majorité de minorités, il n'y aura plus de sièges garantis pour les démocrates noirs. Cela signifie que la population noire du Sud perd sa représentation directe au Congrès. Elle ne perd pas son droit de vote, mais la garantie qu'une personne de leur communauté aille à Washington pour représenter leur district. C'est dangereux. Actuellement, il y a de nombreux membres noirs du Congrès venant du Sud, comme Lucy McBath de Géorgie, Terry Sewell d'Alabama, Cleo Fields de Louisiane. Ce sont des circonscriptions créées précisément selon la logique de la section 2. Donc si on les dessine de façon à ce qu'il n'y ait que des Noirs, leurs circonscriptions peuvent être, et très probablement seront, redessinées. Ils risquent fort de perdre et ne pourront même pas se présenter, car la nouvelle carte ne leur laisse aucune chance. Démographiquement, les Afro-Américains représentent environ 13% de la population. Avec une représentation proportionnelle équitable, ils devraient avoir environ 57 sièges au Congrès. Nous avons en tout 435 membres au Congrès et ils en ont actuellement 57. Beaucoup de ces sièges, ce sont justement ce qu'on appelle des circonscriptions à majorité minoritaire. Si les républicains les suppriment, il en restera encore moins, donc en réalité, il y en aura encore moins. Il est important de dire ici quelque chose qui est gênant à dire, mais nécessaire. La loi sur le droit de vote de 1965 a été adoptée à un moment historique précis, lorsque dans les États du Sud, les Afro-Américains étaient littéralement exclus des urnes électorales. Quand un shérif pouvait arrêter une personne pour avoir tenté de s'inscrire comme électeur. Quand le test d'alphabétisation n'était pas une vérification des connaissances, mais un outil de discrimination, et la loi a fonctionné, elle a brisé le système d'apartheid dans le Sud, c'est un fait. Mais comme souvent avec les outils conçus pour un but précis, il a commencé à vivre sa propre vie. La section 2 est passée de la protection du droit de vote à un outil de cartographie politique. De n'empêchez pas les gens de voter à vous devez créer une circonscription avec la composition démographique requise. Ce sont deux concepts très différents et c'est cette contradiction que la Cour a tranchée aujourd'hui, même si c'est en faveur d'un seul parti. La juge Kagan a écrit dans son opinion dissidente que la décision d'aujourd'hui rend la section 2 lettres morte, ce qui est vrai. Dans les États où la ségrégation raciale du logement et le vote selon des critères raciaux sont encore une réalité, ce qui est un mensonge, les électeurs issus des minorités peuvent être exclus du processus politique. Pourquoi une personne noire ne gagnerait-il pas dans une circonscription blanche ? Je ne comprends pas bien. Ce n'est pas de la propagande, c'est un vrai problème à reconnaître. Mais en même temps, c'est aussi de la propagande. L'autre point est réel aussi. Quand un seul parti tient le crayon, il dessine des monstres qui avalent la moitié de l'État pour garantir des mandats. Ce n'est pas protéger les minorités. C'est l'utilisation des minorités comme ressource électorale, ou les deux choses à la fois. Et maintenant, voici la question la plus importante. Personne n'a gagné aujourd'hui. Que deviendra la démocratie américaine si chaque recensement devient une guerre de crayons ? Si la carte du pays dépend non de l'endroit où vivent les gens, mais de qui contrôle l'ordinateur portable. Avec le programme de ce fameux Jerry, comme on dit en russe, le gerrymandering. En anglais, c'est le gerrymandering. Que se passe-t-il avec le système ? Le système politique américain fait que la majorité des sièges au Congrès sont sûrs. Selon le Cook Political Report, sur 435 sièges environ, 350 sont sûrs pour l'un des partis. La véritable concurrence se trouve là, il y a environ 80 sièges. C'est une conséquence directe de cela. Le charcutage électoral. Quand une circonscription est sûre, le député ne court pas après les électeurs modérés du centre. Il courtise les militants de son parti, qui viennent aux primaires. Là-bas, ce sont les plus radicaux, bruyants et intransigeants. C'est pourquoi le Congrès est si polarisé. C'est pourquoi ta voix ne compte pas. Parce qu'un député modéré qui cherche le compromis, il perd. Primaire, primaire, primaire. Le modéré est dévoré par son propre parti. Il est dévoré par les militants. Le charcutage électoral, ce ne sont pas juste des lignes tordues sur une carte. C'est un générateur d'extrémisme. Vous y étiez ? Pourquoi, quand tout est joué d'avance et qu'une seule formation compte, te soucier de l'autre parti ?
Tu t'inquiètes surtout pour les plus actifs, souvent les plus bruyants, ceux qui craignent le plus fort. Aujourd'hui, ce sont ces gauchistes bruyants. Tous les membres du Congrès leur disent je suis avec vous. Ensuite, ces personnes manifestent, collectent de l'argent pour eux et agissent. Les autres restent à l'écart, pas seulement à gauche. La décision du tribunal d'aujourd'hui va renforcer cette tendance. Les républicains auront davantage de circonscriptions sûres, favorisant des candidats plus à droite lors des primaires. Les électeurs noirs déplacés rejoindront aussi ces circonscriptions. Et dans les États démocrates, ce sera l'inverse. Le Congrès américain de l'an 2730 sera encore plus polarisé qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. Et maintenant, mesdames et messieurs, une prévision à court terme de 1 à 3 ans. Les républicains vont gagner, ils obtiendront des sièges supplémentaires. Peut-être pas les 19, mais d'ici novembre 2026. Les tribunaux vont ralentir le processus, mais ils en auront une partie. À moyen terme. En 2031 commence le prochain cycle de redécoupage après le recensement de 2030 et tout recommence avec de nouvelles données, de nouveaux changements démographiques en faveur des démocrates. La population latino-américaine augmente, la jeunesse, les jeunes, et vous savez, curieusement, ils deviennent de plus en plus républicains. Comme le montrent les derniers sondages, le Sud vieillit, les banlieues changent. À long terme, la seule issue à cette guerre, ce sont des commissions indépendantes avec des critères mathématiques clairs. Le découpage des circonscriptions, la minimisation. La compacité, le respect des frontières administratives existantes des circonscriptions et des villes. Cela s'appelle le découpage algorithmique. Pas selon le bon vouloir, mais selon un algorithme. Un ordinateur, ce n'est pas un homme politique. Peut-être qu'on pourrait programmer ça dans l'ordinateur, car si on ne lui donne pas d'indication, il se fiche de savoir qui vit dans chaque quartier, il va simplement diviser le territoire en 9 parties égales, avec des frontières minimales découpées. Certains États comme l'Arizona, le Michigan, la Californie. Mais on a déjà essayé des commissions indépendantes avec un succès variable, parce que, comme je l'ai déjà dit, les commissions sont aussi nommées par des gens, et les gens sont des êtres politiques. Il n'y a probablement pas de solution idéale. Les cartes truquées ne sont pas la solution, et nous n'avons pas besoin de salamandres non plus. Et maintenant, passons à la conclusion. Vous savez ce qui m'encourage tout de même dans tout ça ? Ce n'est pas le résultat de la décision d'aujourd'hui, ni le fait que les républicains gagnent des sièges supplémentaires. Ça me plaît, mais ce qui m'encourage, c'est autre chose. Le système fonctionne lentement, difficilement, à travers des décennies de batailles judiciaires, à travers les appels, à travers les opinions dissidentes, à travers les assemblées législatives, à travers la presse, à travers les organisations à but non lucratif. Des deux côtés. Mais il fonctionne. En 1812, le gouverneur Géry a dessiné sa salamandre. Et personne ne pouvait rien faire. Et aujourd'hui, chaque ligne courbe passe par les tribunaux. Chaque redécoupage est contesté, chaque décision est publique. Ce n'est pas parfait. Mais c'est la démocratie. Bruyante, laide, agaçante, imprévisible. Mais, mesdames et messieurs, vivante. Et aujourd'hui, le crayon avec lequel on dessinait des monstres tentaculaires à la place des circonscriptions électorales, ce crayon est devenu, plus précisément, plus court. Il n'est pas complètement cassé, mais il est plus court. Cela vaut la peine d'y prêter attention. Cela vaut la peine de comprendre. Eh bien, à la prochaine dans le prochain épisode. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous en savez plus sur la politique américaine que la plupart des Américains. Félicitations à vous, mettez un like. YouTube peut ainsi suggérer cette vidéo à d'autres. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Commentez. Les républicains pourront-ils redessiner les cartes avant novembre ? Qu'est-ce qui est le plus important pour l'Amérique ? Une victoire partisane aujourd'hui ou un système équitable pour les décennies à venir ? Je serai très heureux de lire vos réponses. Au revoir. À suivre.